grand syndrome pourvoyeur d'infertilité quand il n'est pas bien maîtrisé, c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui, en 1936, a été décrit par Stein et Leventhal, en fait, avec des descriptions très précises. C'est des patients qui avaient des gros ovaires, plein de petits follicules, et dans lesquels il y avait en fait une espèce de faillite, pour faire court, de tout le mécanisme de la sélection et de la dominance qui préside à l'ovulation à chaque cycle. Et un des premiers cas expérimental de restauration de l'ovulation, c'était 2 années plus tard. Les personnes qui avaient décrit ce syndrome ont simplement décidé d'ouvrir le ventre des femmes, d'enlever un quartier d'orange d'ovaire, et on était encore dans une médecine qui pouvait être considérée comme un peu expérimentale, mais on a en tout cas eu, dans ces cas de figure-là, une restauration de l'ovulation chez à peu près 60 à 70% des patientes avec des mécanismes qui n'étaient pas bien connus, pas bien maîtrisés, mais avec un taux cumulatif de grossesse dans la littérature qui était entre 30 et 50% des taux de grossesse. C'est anecdotique, mais c'est quand même important parce qu'on continue, sans ouvrir le ventre des femmes, bien entendu, à traiter quand même le syndrome des ovaires polykystiques, la restauration de l'ovulation dans le syndrome des ovaires polykystiques, entre autres par des techniques chirurgicales. Alors, en ce qui concerne les traitements, on a trouvé aussi des choses qui, une fois qu'on avait bien maîtrisé la connaissance de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, par des mécanismes dont je vous épargne les détails, essayer de restimuler cet axe-là, et entre autres par des molécules qui étaient proches de l'œstrogène et qui pouvaient en fait récupérer l'ovocyte avec ces nouvelles technologies. Et donc en fait, une fois qu'il a compris ça, il s'est associé avec Bob Edwards. Donc c'est les 2 personnes qui ont donné le Louis Brown en 1978. Donc là on est dans les années 60. On commence déjà à penser comment on peut recueillir l'ovocyte et puis le féconder et puis éventuellement le remettre à l'intérieur de l'utérus de la future Madame Brown, la maman de Louis Brown. Donc là, on ne peut pas, en fait, enlever les différents plans parce que tout évolue. En même temps, on parle de recherche, mais il faut savoir, pour savoir où on va, comme dans une discussion philosophique, il faut savoir d'où on vient. Et c'est de là qu'on vient, et tous les progrès vont de pair. La technologie, les médicaments. Et donc à partir du moment où il fallait faire ovuler la dame et qu'on pouvait recueillir l'ovocyte, on revient au traitement. Et traitement citrate de clomifène, ça faisait pas beaucoup comme induction d'ovulation. On a 1 ou 2 ovocytes. Et donc là, on a commencé à s'intéresser aux gonadotrophines qu'il y avait dans les urines des femmes ménopausées. Et un monsieur qui s'appelait Serono nous a fait replonger dans l'histoire du népotisme, puisque c'était un neveu du pape. Et donc, en fait, il a pu ainsi avoir l'autorisation de faire tous les couvents du Latium, de Rome et des environs pour récupérer les urines des bonnes sœurs. Et c'est comme ça que les HMG, les gonadotrophines urinaires, ont pu être collectés de manière intensive et que M. Serono a pu monter sa boîte qui était en Suisse avec donc, les HMG qui ont permis pendant très longtemps de pouvoir stimuler les ovaires. Donc ça c'est un point, il faut que je fasse attention à mon temps parce que je vous avais dit 2 jours, donc aussi de le faire en 1/4 d'heure. Et donc HMG urinaire, les femmes ménopausées. Pour déclencher l'ovulation, on s'est dit, mais de l'autre côté, il y a des femmes enceintes. Donc, après la maîtrise de ce cycle, on savait que c'était le pic de LH qui provoquait l'ovulation. Et donc, le SCG avait même effet que ce pic de LH. Et donc, on avait les deux molécules de ce qu'on a. La description de ce qu'a dit Vima sur la structure des capéphyliques de la LHRH a été
comment on dit, d'une importance, d'une grande importance, puisque dans les années 80, donc 10 ans de développement, à partir de la description, on a quand même pu avoir toute la série des analogues agonistes d'abord de la LHRH, en changeant un peu certaines acides aminés, des radicaux, enfin, pour augmenter l'affinité au récepteur. Donc, en fait, on est arrivé à la maîtrise le pic de LHRH, et donc c'est le CHO, c'est le gène qui fabrique, en l'occurrence la FSH, et on a des tapis cellulaires qui produisent de manière recombinante. La FSH, c'est ce qu'on appelle la technologie recombinante, et c'est ce qu'on fait avec plein d'autres hormones. Donc on a vraiment une évolution qui est décrite très brièvement, mais qui vous pouvez l'imaginer, représente des recherches incroyables. Il y avait eu une discussion éventuellement sécuritaire dans laquelle je n'entrerai pas sur l'origine recombinante ou urinaire, mais vous constaterez que les deux restent sur le marché. Et en termes de safety, c'est-à-dire de sécurité, je pense que rien dans l'histoire de l'assistance médicale à la procréation ne peut nous faire dire que l'un est plus délétère que l'autre. Donc on me dit que mon temps de parole se limitera à mon introduction. Et donc, alors la recherche, bon, très bien, mais on va continuer à chercher. C'est pas ma bonne idée. Vous avez une question? Oui, enfin, juste avant, il y a l'atelier. Et les ateliers qui ont lieu en même temps, et donc c'est vrai qu'il était intéressé par l'atelier sur l'infertilité masculine. Il a débuté, et c'est qui veut le remonter et aller voir, de même qu'il y a 16h, il y aura l'atelier sur la grossesse chez la Quadra. Enfin, l'infertilité chez la Quadra. Donc c'est juste, j'en profite pour faire une annonce pour les ateliers qui sont derrière, parce qu'on a organisé les choses. Et je suis ravi que tu ne sois pas arrivé finalement à arracher complètement le micro, j'ai très peur. C'est les scratchs qui avaient lieu à côté, donc voilà. Olivier, je te laisse la parole pour la question qui tue. Oui, je vous remercie pour l'illumination et l'éclairage historique. L'innovation pour vous aujourd'hui, c'est laquelle justement, l'innovation de demain? L'innovation dans quelle matière? En matière de la prise en charge de l'infertilité ou des traitements? Vous me dire. C'est vous qui posez la question. Non, dans les deux cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est parti du traitement de l'infertilité du couple, et on est quand même arrivé dans une situation où on avait des laboratoires de plus en plus performants qui ont quand même à leur disposition des cellules humaines, embryonnaires. Et donc là, en l'occurrence, bon, je pense que du point de vue clinique, comme on disait, la première partie de l'assistance médicale à la procréation a été essentiellement clinique, basée sur le couple, et la deuxième partie a été biologique, avec tout ce qu'on essaye de faire comme développement des milieux, des sécurités, l'étude des embryons, le time-lapse qu'on a vu pour la sélection des embryons, ou la meilleure connaissance de la physiologie des embryons, mais aussi de la physiologie cellulaire de manière générale. Et donc, on est parti de l'assistance médicale à la procréation et de la fécondation in vitro, et on est arrivé à des choses qui vont être essentiellement des choses qui vont s'adresser à des gens autrement portants, je ne dirais pas bien portants, en termes de médecine régénérative, de cellules souches, de recherche sur comment réparer les organes. Et donc on est sorti très clairement de la médecine de l'infertilité de manière claire. La conservation de la fertilité en cas de cancer ou la conservation d'origine sociétale, d'indication sociétale, tout ça fait partie des choses vers lesquelles on se dirige, c'est-à-dire qu'on est sorti du couple de manière stricte. La génétique, c'est la troisième partie, le troisième volet. On a dit volet clinique au début, à l'heure des pionniers, avec toutes les évolutions technologiques, échographie, bloc, voie d'abord pour la ponction. On faisait quand même des ponctions par célioscopie pendant très longtemps, maintenant c'est par voie transvaginale. Après une petite lettre d'une dame adorable qui s'appelle Susan Lenz, qui a fait une petite lettre pour l'ANSET en disant
moi, avec les petites sondes échographiques vaginales qui viennent d'être découvertes, je peux adapter une aiguille. Et voilà, donc il y a vraiment des évolutions comme ça. C'est très difficile de résumer par un mot, mais en termes des traitements, on va aller vers des évolutions sur les galéniques, essayer de trouver des formes retard déjà pour résumer, sortie de l'infertilité, médecine régénérative, meilleure sélection des situations, entre autres par tout ce qui est génétique, l'analyse des gènes, des chromosomes, la carte des CGH-arrêt, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, médecine régénérative. Là, par contre, il n'y a pas à couper, comme on dit, on y court, y compris pour fabriquer des gamètes avec des cellules somatiques. Hein. Donc, je ne dirais pas que c'est déjà demain, mais c'est plus une question d'ambition et de moyens. Voilà. Mais il y a des centres de médecine régénérative, par exemple, Alan Transon, qui est le monsieur qui a fait le premier don d'ovocytes et qui a fait aussi le premier embryon congelé en Australie en 1983. Actuellement, il dirige un centre de médecine régénérative à San Francisco, où on ne fait que ça. Donc voilà, si je peux répondre partiellement. Merci Jean-Marc pour tout ça, pour l'historique. C'est un puits, Wikipédia, ça n'existe pas. Jean-Marc a toutes les dates par cœur, comme ça. Non, bravo, non, désolé de t'avoir un peu coupé. Bah oui, Sylvie, tu te mets là où tu avais envie d'aller, donc soit au pupitre, soit à côté du pupitre, tu veux aller. Je te l'offre quand même. Enfin, je te le prête, parce qu'après, je le récupère. Donc, je passe la parole à Sylvie Etelboin, qui œuvre dans les médicaments à la procréation depuis que l'AMP existe. Et donc, voilà. Donc, tu veux te mettre dans quelques diapos, sinon tu peux. Sylvie, tu as le passe-plat qui est là, tu sais juste à tourner la molette. Voilà, et comme ça tu poses là, tu as le micro, tu veux. Non, parce que je vais passer. C'est pour ça que j'ai besoin de dire. Je te le rendrai. De toute façon, j'en ai l'autre. D'accord, merci. Alors, je peux te le rendre tout de suite. Merci Thierry. Et je suis très heureuse d'être avec vous une année de plus. Et je trouvais le sujet extrêmement vaste. Je vous ai déjà dit tout à l'heure un petit peu comment je trouvais qu'il était un petit peu rude par rapport aux innovations et aux progrès qui ont pu avoir lieu en France. Et c'est vrai que du coup, je vous avais proposé de rester sur une des avancées qui me semble les plus en question, parmi les avancées très intéressantes à l'heure actuelle qu'est la préservation de la fertilité. Alors au début, j'avais dit que je ne faisais pas de diapositives, puis à manger beaucoup, tout le monde en faisait, alors je vais en faire et vous ne m'en voudrez pas de passer un petit peu rapidement sur certaines pour pouvoir ne pas irriter Thierry. Mais avant, je voulais répondre d'une autre façon à la question que vous avez posée à Jean-Marc, et en disant que ce qui me semble frappant dans nos disciplines, c'est à quel point les avancées techniques ont toujours été de pair avec la pensée éthique du moment. Et je voudrais vous donner un exemple, qui est un exemple des tout débuts de la FIF, puisque Thierry a eu la gentillesse de rappeler mes nombreuses années et le fait que j'ai démarré il y a fort longtemps. Et on a oublié maintenant à quel point les premières FIV et la naissance de Louise Braun ont soulevé des irritations qui ont été jusqu'à des anathèmes dans la société, parmi les représentants des différentes religions, et notamment l'Église catholique, qui a donc écrit de façon très ferme, et en mettant en avant l'inconcevable, si je puis dire, de la fécondation hors du corps humain. Et donc, on a comme ça des tas d'articles de journaux qui restent, montrant le scandale de ces techniques et demandant une interdiction rapide de leur utilisation. Et donc, dans nos consultations des années
deuxième partie des années 80. Quelle que soit l'indication, nous posions la question au couple qui était en face de nous en leur demandant est-ce que vous êtes d'accord pour une fécondation hors du corps humain, parce qu'on a eu très rapidement une alternative qui a été développée par un certain nombre de personnes, dont un Argentin qui s'appelait Ricardo H. Et quand il y avait au moins une trompe perméable chez la femme, eh bien, on pouvait proposer ce qu'on appelait le GIFT, qui était le gamète intrafallopien de transfert, ou après, il y a eu le ZIFT, mais là, je parle vraiment du GIFT, où finalement, c'était le biologiste qui venait au laboratoire avec les spermatozoïdes qui avaient été préparés. Et puis, nous, à l'époque, donc, nous fonctionnions, comme l'a dit Jean-Marc, par célioscopie, ce qui était quand même lourd, surtout quand il fallait recommencer plusieurs fois dans l'année. On prenait les liquides folliculaires, on les donnait au biologiste qui repérait les ovules, que l'on montait dans un petit cathéter séparé, ovocytes et spermatozoïdes séparés par une bulle que les plus impertinents dans la profession appelaient la bulle du pape. Et on introduisait le cathéter, celle-là elle était uniquement pour... Et on introduisait le cathéter par la trompe et on déposait des ovules. Mais comme on était très en amont de la fécondation, on avait très peur d'un échec, donc on ne se demandait pas combien d'embryons on allait mettre, mais les ovocytes allaient-ils être fécondés, donc on en mettait 3, 4, 5, 10 ou tout. Et donc, on a été à l'origine d'une inflation de grossesses multiples de haut rang, de drames totaux dans des familles, avec des accouchements prématurés, des enfants handicapés. Et donc, là aussi, on a découvert, on a été pionnier avec les couples, mais on n'a pas été pionnier que dans les meilleures choses, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. 1988 arrive la génération des échographes possédant des sondes endovaginales et permettant de récupérer les ovules tout à fait autrement, c'est-à-dire sans faire de célioscopie. En 6 mois, on n'a plus parlé du GIFT qui occupait totalement nos congrès et on a fait ces FIV par voie endovaginale, donc parfois sans anesthésie, de façon relativement facile, et en 6 mois a totalement disparu la question éthique, êtes-vous d'accord pour la fécondation hors du corps humain? Et donc c'est un exemple pour vous montrer à quel point la pensée éthique d'un moment peut être balayée par un progrès technique qui est tellement important par rapport au confort, par rapport à l'avancée dans la vie des gens, qu'il est remodelé et que la pensée en est elle-même transformée. Je reviens à la préservation de la fertilité pour dire que finalement je voulais juste répondre à la question des avancées et il me semble que la place de l'AMP dans la société de demain, s'il fallait retenir 3 phrases, c'est les succès pour les couples, bien sûr, un enfant en bonne santé, correctement inscrit dans un système de parenté, ça c'est pour tout ce qui se passe avec don, et puis ne pas fabriquer d'embryons, et on va arriver donc à la préservation seulement en fonction de la projection sur le devenir d'un enfant. Donc je pense que ce sont... Finalement, je veux bien ton micro. Je ne suis pas bien là, je vois rien. Merci. Voilà, merci. C'est bon? Oui. Voilà, donc quand on se passe comme ça, je vous ai passé l'ensemble des diapositives sur la préservation de la fertilité en cas de cancer, parce que j'imaginais tout à fait que vous auriez les uns et les autres parlé des différentes choses avant, donc de la loi de 2011 autorisant la vitrification et le progrès extraordinaire que ça a pu représenter pour toutes les personnes qui doivent avoir un traitement qui peut être stérilisant, qui ont une pathologie pour laquelle il est possible d'envisager une maternité ultérieurement, et là je parle uniquement des femmes, et pour lesquelles on peut faire une préservation, peut-être que Michael en reparlera tout à l'heure, je ne savais pas très bien ce qu'on disait les uns les autres, donc je n'ai pas du tout parlé de la préservation avant cancer, et ce que je voulais vous dire, c'est que les causes d'infertilité auxquelles nous avons à faire face, elles vont énormément bouger dans un avenir proche, parce qu'on sait de plus en plus de choses sur l'endométriose, et on a déjà abordé cette indication-là de la préservation, l'identification de causes génétiques, et puis je suis désolée, je n'étais pas là ce matin, parce que mon centre de FIV déménageait d'un lieu à un autre, donc je ne sais pas si vous avez déjà parlé
de l'environnement. Je pense qu'on a parlé de stigma, donc on a parlé de l'environnement, et donc on va avoir de plus en plus de causes environnementales, toxiques, le tabac, les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques, et puis aussi les traitements dans différentes pathologies, qui font que il va y avoir de plus en plus d'insuffisance de réserve ovarienne prématurée et que ça va s'ajouter à la problématique de l'âge. Et puis d'autres causes, auparavant on parlait des causes nutritionnelles, pour expliquer que les femmes n'avaient pas d'enfants parce qu'elles étaient trop maigres en période de famine, de guerre. À l'heure actuelle, on est tous très très préoccupés par les problématiques de surpoids et d'obésité et de fertilité. Les causes infectieuses n'ont pas disparu, les germes ont changé, mais les causes infectieuses sont là. Et surtout, ce qui a bougé et qui conditionne la MP de demain et ses avancées sur le plan sociétal, puisque c'est ce dont j'ai choisi de parler, c'est l'espérance de vie des femmes, leur souhait de combiner à la fois leur insertion dans la vie professionnelle, mais aussi le plaisir de la vie professionnelle, dont on ne parle pas beaucoup, puis le plaisir de la maternité, et puis leur profil de fécondité qu'il faut connaître, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des familles où le temps de fertilité est moindre. Je vous ai remis là. Vous m'arrêtez si c'est des choses qui ont déjà été évoquées, mais c'est quand même très frappant de voir qu'au milieu du XVIIIe siècle, c'était 30 ans l'espérance de vie, du 19e 40 ans, 1930 60 ans, et vous voyez cette courbe qui montre qu'à l'heure actuelle, notre espérance de vie, c'est presque 87 ans, donc forcément, ça bouleverse la donne. Et puis, avec cette chute de la fertilité, alors je n'entre pas dans le détail des courbes, mais vous voyez qu'à 35 ans, il y a une vraie chute de la fertilité des femmes, alors que celle des hommes, et c'est bien connu, c'est une autre problématique dont on peut parler, qui reste relativement stable. Donc il y a un projet d'enfant qui est souvent un petit peu plus tardif en raison de l'insertion dans la vie professionnelle des femmes, dont on a déjà parlé. Et quand même un petit aparté pour dire que les problématiques du XXIe siècle, des femmes qui souhaitent un enfant un petit peu plus tard ou qui souhaitent différer une grossesse, sont très différentes de celles des femmes du XIXe et du XXe siècle. L'émancipation par rapport aux maternités précoces à répétition passait par la lutte pour la limitation des naissances, mais après les premières grossesses précoces. Donc les femmes souhaitaient s'arrêter d'avoir des naissances, d'une part pour pouvoir s'épanouir professionnellement, et d'autre part parce que la maternité, c'était quand même ce qui tuait le plus les femmes. Donc l'arrêt de la période féconde était vraiment un grand bonheur, alors que la question maintenant, c'est d'arriver à différer la maternité, et les deux temps de vie sont un petit peu inversés, ils se sont inversés en un peu moins d'un demi-siècle. Le souhait, c'est de vivre une vie d'adulte avant d'avoir des maternités, alors que le souhait était de vivre une vie d'adulte quand même après avoir fait des maternités, de ne pas être esclave de cette vie de femme, d'épouse et de mère. Et la question du travail en tant qu'épanouissement est une question, nous disent les sociologues, extrêmement récente. Donc c'est pour ça que tout vient très très vite. Le projet d'enfant tardif, c'est un phénomène de société qui est extrêmement important, puisque vous voyez que le projet d'enfant est 4 ans plus tard, en 70, à l'heure actuelle qu'en 1970, que l'âge de vie en couple stable est beaucoup plus tardif, et bien sûr, toujours cette courbe, le temps de fertilité des femmes est compté, et les femmes sont au défi d'organiser leur vie entre les études, les fonctions de mère, de professionnels, de gestionnaires de foyer, de façon concomitante. Et donc, nos consultations, elles sont pleines de femmes qui ont eu envie de faire ça et qui arrivent parfois un petit peu tard par rapport à ce que nous savons faire. Alors, il y a un désir de maîtrise qui va vraiment croissant par rapport à l'âge où être mère, où les femmes se réveillent à un moment, mais elles ont raison, parce qu'elles ont fait plein de choses, elles n'ont pas vu le temps passer. Et quand la génération un peu au-dessus de la mienne disait un enfant si je veux, quand je veux, et bien maintenant, la grande question qu'on ne s'est pas posée pendant 25 ans, et c'est pas une plaisanterie, c'est quand je veux, est-ce que je peux, et il y a aussi une génération de gynécologues issus de ces générations-là qui n'osent pas poser la question et aborder avec les femmes. Et donc, il y a une très mauvaise information. Sur l'hypofécondité, je passe les courbes. Sur l'augmentation du taux de fausse couche avec l'âge,
vous voyez que c'est 12% entre 30 et 34 ans, mais qu'à 40 ans, c'est 34% et à 45 ans, 53%. Donc, ce que veulent les femmes, c'est pas être enceinte, c'est avoir un enfant, et on a affaire avec ça. Donc, le paradoxe, c'est que hors médicalisation, l'allongement de l'espérance de vie n'offre pas de perspective procréative nouvelle. Moi, j'ai reçu un questionnaire de la MGEN il y a quelques temps, plutôt c'était adressé à mon mari, mais c'est moi qui ouvre le courrier à la maison. Il avait écrit une nouvelle vie, un projet de nouveaux enfants, et on nous proposait une autre assurance, mais c'était juste adressé à lui et pas à moi, et ça m'a entraîné beaucoup de réflexions par rapport à ma réflexion professionnelle. Moi, on ne me demandait pas si après 45 ans, c'était l'âge qui était donné, je souhaitais entamer une nouvelle vie procréative. Ça tombe bien, c'était pas non plus dans mes projets. Donc il y a une mauvaise connaissance ou un déni des limites dans le temps de la facilité à concevoir, et puis surtout une confusion qui est liée à la médiatisation de grossesse tardive, d'ovocytes, où les femmes, pour la plupart, ne savent pas que c'est du don d'ovocytes et pensent pourquoi pas moi quand Angelina et toutes les autres avec un prénom qui se termine par un A et pas seulement sont enceintes et font la une des journaux. Les prouesses de l'AMP depuis 30 ans, puisqu'on parlait donc des avancées, ne concernent pas l'insuffisance de réserve ovarienne liée à l'âge. Les femmes de 40 ans représentent une proportion croissante des patientes qui bénéficient d'une FIV ou d'une ICSI. Donc dans les bilans internationaux, c'est 20%. Et puis les chances de succès sont considérablement diminuées. Et les chances moyennes d'accouchement après une FIV, c'est 20% avant 40 ans, 20% à 40 ans. Et 6% à 42 ans, c'est toujours la seule chose qui importe. Donc 42 ans, c'est 6% de chance d'avoir un enfant. Je vais vite pour vous dire que les inséminations avant, après 40 ans, les chances, c'est 2 fois moins. Les FIV, eh ben, c'est pareil, je vous laisse voir la chute des courbes. On a l'impression que c'est toutes les mêmes, elles ne correspondent pas aux mêmes choses. FIV, ICSI, pareil. L'impact de l'information par rapport à la prévention, toutes les campagnes de l'Agence de la biomédecine, de certaines, la mutualité, c'est malheureusement nul, même quand c'est pas trop mal fait. Un enfant quand je veux, quand je peux, la chute dans le toboggan. Les réponses des professionnels, c'est-à-dire nous, elles sont très limitées. Il n'y a pas de stimulation idéale, il n'y a pas la stimulation qui ferait mieux que l'autre. Alors on va essayer le protocole agoniste, antagoniste, court, long, etc. Espoir nouveau protocole, on n'en voit pas tellement. Le cumul ovocytaire de plusieurs stimulations de production médiocre, on n'a pas encore démontré. Le screening génétique des embryons, c'est-à-dire savoir transférer des embryons qui n'aient pas les anomalies qui aboutissent à une fausse couche. Peut-être qu'on en parlera dans la discussion, mais c'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas démontré encore. Le don, vous le savez toutes et tous, parce que c'est souvent un sujet dans les journées de l'infertilité, il y a une réponse relative avec une absence de disponibilité. C'est aussi des questions sur la filiation différentes. Certains couples l'acceptent volontiers, pour d'autres que nous on connaît, elles restent à la porte parce qu'elles n'ont pas envie de cela. Des complications obstétricales et néonatales un peu spécifiques qui ont été démontrées pour des raisons vasculaires. Et puis, il y a des lieux où ça se passe très bien, et puis il y a aussi des circuits marchands. Donc, l'idée qu'on aurait un petit peu dans les progrès, en y réfléchissant, c'est ce que certains appellent un plan fertilité. Moi, je pense que surtout, il y a un rôle très important des gynécologues, des médecins traitants dans l'information sur la baisse de fertilité liée à l'âge, l'information dans les milieux scolaires. Et puis, on est un certain nombre à se retrouver sur l'idée d'une proposition de consultation pour bilan personnalisé, qu'on appellerait un check-up personnalisé, aux alentours de 33-35 ans, dans le cadre de campagnes de prévention, comme on reçoit à 50 ans l'injonction, la proposition pressante pour le cancer du côlon, comme on reçoit à 40 ans pour la mammographie. On pourrait proposer, prise en charge par l'assurance maladie, un bilan de fertilité qui permettrait de voir quelles sont les femmes qui éventuellement bénéficieraient d'une préservation. Ça ne touche pas tout le monde. Ce n'est pas seulement le dosage de l'AMH et du compte folliculaire, c'est toute une histoire de vie, d'antécédents et une histoire familiale. C'est pour ça que je dis, quand je dis bilan, je dis consultation, et puis l'élargissement des indications de préservation ovocytaire que j'aime mieux appeler
préventive que sociétale, parce qu'elle est très personnelle et pas sociétale, mais je vais adopter le mot sociétal aussi, parce que c'est comme ça qu'on dit. Donc les éléments de l'argumentaire, alors je vous les mets, je vais faire très vite, mais simplement pour qu'on puisse en discuter. Le vieillissement ovocytaire se doit d'être considéré comme une pathologie, comme pour d'autres éléments du corps humain. À l'heure actuelle, le vieillissement neuronal n'est pas suffisamment, mais est considéré comme devant être pris en charge au niveau de la Sécu. La préservation spermatique pour crainte de difficultés de recueil ou crainte d'altération de paramètres spermatifs ou de multiples motifs, elle est faite quotidiennement dans les laboratoires. L'ouverture du don aux personnes n'ayant pas procréé, donc vous connaissez ce décret de mars dernier, et l'offre de préservation pour soi d'une partie des ovocytes ouvre complètement la porte à la préservation sociétale. Pourquoi elle? Pourquoi pas les femmes qui ont déjà un enfant et pourquoi pas tout le monde? De quoi se prémunit-on quand on propose cela? On a peur que les femmes aient donné leurs ovules et puis que plus tard elles aient une infertilité. Donc si on préserve pour elles, pourquoi pas pour d'autres? Et donc ça me semble être une aberration de la loi de 2011. Par ailleurs, on sait que dans les pays où il y a une autorisation, finalement, il y a peu de bousculade. Et il y a plein d'enquêtes sur des femmes de 30-35 ans, leur demandant si elles voudraient. Et en fait, il n'y a pas grand monde dans tous les milieux qui se bousculent. Et on attend encore d'autres études. En débat ou en question, l'argument obstétrical, qui est très important, puisqu'il y a une date limite certainement d'utilisation pour pas qu'il y ait de catastrophe ni pour la maman, ni pour l'enfant. Or, il y a à l'heure actuelle une amélioration du pronostic obstétrical global, et on sait que jusqu'à 40 ans, il n'y a pas trop de soucis. Il y aurait probablement un pronostic obstétrical meilleur lié au fait que la grossesse serait avec des ovocytes de la femme, mais plus jeunes. Et en plus, c'est des ovocytes de la femme, donc très probablement, il y aurait moins des complications vasculaires qu'on voit avec le don. Il y a quelques études qui sortent dès maintenant. Donc il faut réviser la loi de bioéthique qui parle du 43e anniversaire, au moins pour la préservation, si on l'adopte, pour permettre l'utilisation au moins jusqu'à 45 ans. En Espagne, c'est 50. On peut discuter entre 45 et 50 ans en fonction des antécédents médicaux de la femme. Je poursuis dans les arguments. L'argument sociétal, est-ce que c'est un bénéfice pour les femmes ou bien est-ce que c'est à nouveau une forme d'oppression dans le monde du travail? Donc vous savez qu'il y a un peu plus d'un an, Facebook et Apple ont décidé de faciliter la congélation d'ovules pour leurs employés en leur offrant l'équivalent de 20 000 $ pour préserver leurs ovules de façon à ce qu'elles puissent être rentables jusqu'à un âge où on pourrait un peu les mettre de côté et qu'elles fassent leurs enfants avec leurs ovocytes d'abord. Ce qui est très drôle, c'est que les féministes de tous bords se sont complètement séparées en deux sur ce terrain. La moitié disant « enfin, on fait attention aux femmes et on leur permet de s'épanouir professionnellement », et les autres qui ont dit « c'est pas possible, c'est encore la mainmise du monde du travail sur la liberté des femmes de vivre leur vie, y compris maternelle, et il vaudrait mieux faire des crèches, les aider à avoir des solutions de garde pour les enfants, et des maris participants. » J'en étais à la durée de conservation. L'argument psychologique, on ne sait pas très bien à l'heure actuelle quel impact sur la vie de ce temps sans projet d'enfant, mais avec une réserve personnelle d'ovules. Pour l'instant, il n'y a pas d'études, mais je crois qu'on a le droit de se poser des questions en amont. Peut-on présager d'éventuels tourments de décision de la femme s'il y a un projet d'enfant un peu tardif? Elle rencontre l'homme avec qui elle a envie de faire un enfant vers 38 ans, elle a des ovules préservés depuis 32 ans, elle sait qu'elle aura moins de fausses couches si elle fait une FIV avec ces ovules-là. À 38 ans, on peut toujours trouver un petit problème d'infertilité dans un couple, donc on peut avoir une FIV. Ça va être des choix qui vont quand même être compliqués et auxquels il faut réfléchir multidisciplinaire avant. Et quelle proposition au contrat de cession des ovules pour le don si elles n'utilisent pas leurs ovocytes. Et enfin, le dernier argument, c'est l'argument économique. Qui paye la stimulation ovarienne à 30 ans, la ponction, la conservation et ou le transfert? Et puis j'ai oublié un des arguments qui est
J'ai dit jusqu'à quel âge et à partir de quel âge. Donc jusqu'à quel âge, eh bien, faut pas le faire trop tard parce que les ovocytes sont porteurs des mêmes anomalies qui peuvent entraîner des fausses couches, etc. Mais pas trop tôt parce que les femmes ont le temps de faire leur vie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Et la question finalement, c'est notre médecine a-t-elle vocation à satisfaire le souhait des femmes d'allonger leur temps de fertilité? Ma réponse à moi est oui, mais elle n'est pas partagée par tous. Ou alors autrement dit, les mutations de la société doivent-elles être supportées économiquement par la collectivité? C'est une problématique qui a quand même beaucoup bougé en 30 ans et qui a un bel avenir. Je ne parle pas de l'âge du père qui, lui, est statique, mais quand même, ça, si j'en dis deux mots, si je fini après, je peux encore de minutes. Non, d'accord. Donc, je m'arrête là-dessus, sur la problématique de l'intérêt de l'enfant. Et en conclusion, je vous ai tout dit, si ce n'est que ce qui va vraiment être important, c'est la question des indications et puis un cadre réglementaire qui est nécessaire pour définir entre autres l'âge limite dans les deux cas et puis rassurer tous ceux qui pensent que c'est irréaliste. Voilà. C'est fini ? On peut laisser déborder les choses. C'est vrai qu'il y a encore deux personnes non suivent pas trop, mais en fait, on a commencé un peu en retard, c'est le gros problème. Donc, je vous rappelle, il y en a peut-être certains qui vont avoir envie d'aller à l'atelier qui commence à 16h sur l'infertilité après 40 ans, donc vous pouvez profiter du moment de calme là entre deux. On va retourner en Espagne, avec la France en Espagne. Cécile, je te passe la parole. Donc, tu vois qu'on a corrigé, on a mis Valence, c'est quand même quelque chose. Alors, on va essayer de faire un peu court, de manière à essayer de garder des trucs, soit c'est vraiment des choix. Effectivement, je vais essayer d'être un peu synthétique, puisqu'on a 10 minutes pour le topo. Vous avez pas mal d'infos sur tout ce qui se passe en France actuellement, sur l'état de la France, et je voudrais, moi, faire un état des lieux un peu de ce qui se passe en 2016 pour les patients français qui doivent aller à l'étranger. Parce que, et je voudrais rebondir quand même sur ce que disait Sylvie Belloin, et je pense que c'est important quand même de reconnaître aussi ce qui est bien en France, et le fait que les prises en charge à 100%, c'est un des seuls pays peut-être qui le fait, et que ça c'est très positif. Néanmoins, ça a aussi ses limites, et il faut aussi reconnaître que les résultats en France sont à peu près de moitié, sont diminués de 50% par rapport à ce qu'on a à l'étranger, en Espagne en particulier. Dans toutes les techniques confondues, c'est une grosse différence, et qu'il y a beaucoup de patients français qui restent complètement sur le carreau et qui n'ont pas d'autre choix de se résigner et refuser de continuer leur projet d'enfant, ou alors effectivement d'aller en Espagne, et là il y a un coût financier qui est important et tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors qui sont ces patients français? Il y en a des milliers d'abord, c'est très important, on ne sait pas exactement combien il y en a, mais il y en a des milliers. Nous, alors moi je travaille à Valence dans le groupe TV, rien que dans le groupe on reçoit à peu près 1000 patients français par an, et il y a plein de cliniques à l'étranger, en Espagne, ou en Belgique, ou en Angleterre, ou en Tchéquie, ou ailleurs. Donc ça concerne absolument des milliers de patients. La plupart, à peu près 60%, on estime, viennent pour le don d'ovocytes. Donc ça c'est vraiment la technique qui est la plus, où il y a le plus de besoin en France. Et il ne faut pas penser que c'est une technique, que les Français se déplacent à l'étranger parce que la technique est interdite dans leur pays. Parce que souvent on a l'impression que les gens vont ailleurs parce que la technique est interdite, ou que les conditions d'accès ne sont plus possibles par rapport à l'âge, et c'est pas vrai. La plupart des couples, des Français qui vont à l'étranger sont des couples hétérosexuels dont la femme a moins de 43 ans, c'est-à-dire des couples qui devraient bénéficier d'une prise en charge en France. Ça c'est la majorité des patients. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des couples qui ont besoin d'un don d'ovocytes dont la femme a plus de 43 ans. Et puis après, il y a des techniques qui sont interdites en France. Soit parce que les patientes n'ont pas les conditions de mariage, etc. Donc ce sont des femmes célibataires ou des couples homosexuels et qui ne peuvent pas bénéficier du traitement en France. Ou soit parce que la technique est accessible, on l'a vu avec la vitrification ovocytaire,
mais l'indication n'est pas possible. C'est ce qui se passe avec la vitrification ovocytaire, l'indication sociale. Donc nous, on reçoit beaucoup de patientes, surtout pour le don d'ovocytes, des femmes seules ou des couples homosexuels qui ont besoin d'une insémination ou d'une fille avec spermatozoïde de donneur, des doubles dons, et beaucoup et de plus en plus de demandes de préservation de la fertilité pour des indications qu'on appelle sociétales, même si en pratique, je ne sais toujours pas définir la différence entre une indication purement médicale et purement sociétale. C'est extrêmement difficile de faire la différence. Le gros apport, à part le don d'ovocytes, de ce qui est fait en Espagne, c'est la génétique. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu la différence des techniques qui ne sont pas disponibles en Espagne et qui ne sont pas disponibles en France et qui sont disponibles en Espagne et qui concernent cette partie génétique parce que souvent on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Donc je voudrais parler un petit peu du DPI parce qu'on en a pas parlé. Il faut comprendre la différence entre le DPI et le PGS. Le DPI, c'est le diagnostic génétique préimplantatoire parce que l'un des deux parents a une maladie génétique et il veut éviter de transmettre la maladie génétique à son enfant. Ça, c'est possible en France, mais le délai d'attente est long. C'est à peu près 2-3 ans. Donc il y a beaucoup de couples, quelques couples, qui viennent en Espagne pour bénéficier de cette technique beaucoup plus rapidement. Et après, il y a le PGS. Le PGS, c'est le screening génétique préimplantatoire. Donc ça, c'est différent. C'est une technique qui est très intéressante, mais qui ne va pas changer la qualité des gamètes. Simplement, c'est une technique de sélection. C'est-à-dire que, par exemple, des patientes, des femmes qui ont plus de 40 ans, des femmes qui ont fait 4 filles et qui ont transféré 15 embryons et il n'y a eu aucune accroche, ou des couples qui ont subi 2 fausses couches, ou quand il y a un facteur masculin aussi important, on sait que le problème le plus probable, c'est qu'il y a un problème chromosomique sur l'embryon. Et donc cette technique, qui est une technique de sélection, mais qui ne va pas changer la qualité, si l'embryon n'est pas de bonne qualité, ça ne va pas changer la qualité des gamètes, mais va permettre d'aller justement trouver et d'apporter aussi des réponses, et trouver l'embryon qui est normal sur le plan chromosomique. C'est-à-dire c'est une technique où on fait un karyotype sur l'embryon avant de le transférer dans l'utérus. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet aussi d'apporter des informations. Parce que parfois, on se retrouve dans des situations où tous les embryons sont anormaux. Et donc, on a une explication de l'échec d'implantation et on peut orienter vers autre chose, vers un don d'ovocytes ou un don de sperme. Et si on a la chance d'avoir un embryon normal, le taux de succès il est équivalent à ce qu'on obtient avec un don d'ovocytes. Donc, c'est extrêmement intéressant et ça évite de faire des filles avec des échecs et des nouvelles fausses couches parce que là, sur le vécu psychologique, c'est extrêmement pénible pour les couples. Donc, ça, c'est une grosse différence. Et cette technique-là, elle est interdite en France dans cette indication. C'est dommage, mais aujourd'hui, elle n'existe pas. Ensuite, la grosse différence aussi, c'est la qualité des laboratoires, évidemment, puisque l'investissement des laboratoires n'est pas le même. En Espagne, on utilise beaucoup les techniques dont vous a parlé Valérie, qui sont des techniques de time-lapse, c'est-à-dire ces techniques des couveuses, où on laisse les embryons pendant 5 jours dans la couveuse, dans l'embryoscope. L'embryoscope, c'est un nom commercial, il y en a d'autres, Eva, et où on ne sort jamais l'embryon de son incubateur. Donc, il n'y a pas de différence en oxygène, en température, l'embryon est protégé et ça, aujourd'hui, il est prouvé que ça augmente le taux d'implantation et c'est intéressant, mais ça coûte cher. Comme je disais, ça coûte 100 000 € un embryoscope. Donc en France, on en a, combien on disait, 5 ou 6 dans tout le pays. Moi, dans le centre dans lequel je travaille, on en a 5. Donc c'est, pour vous donner une idée, c'est juste à Valence, à Évidence, on en a 50. Ça représente tout l'équipement d'un pays comme la France. Donc ça, c'est un problème évidemment économique, mais ça explique aussi les grosses différences. Et puis après, il y a des tests, on en parlait un petit peu ce matin, qui sont aussi des tests génétiques pour étudier la réceptivité de l'endomètre. Et ça, c'est pas indiqué pour tout le monde. Il y a des tests, par exemple, il y a ERA, qui s'appelle le test ERA, c'est un test de réceptivité de l'endomètre, où on fait une biopsie de l'endomètre, et ça nous dit en fait si l'endomètre est réceptif, c'est-à-dire si quand on met l'embryon, on est au bon moment par rapport à la fenêtre d'implantation. Parce qu'un embryon, il a plus quelques jours pour s'accrocher. Si on le met trop tôt ou trop tard, il n'a pas de chance, ou en tout cas, il a moins de chances de s'accrocher. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'accrocher complètement, mais il a moins de chance. Donc, quand on fait la biopsie et qu'on se rend compte qu'effectivement l'endomètre est très réceptif ou post-réceptif, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bon moment quand on met l'embryon, à ce moment-là, on peut refaire une biopsie
2 jours avant ou 2 jours après, et voir si là l'endomètre est réceptif. Et du coup, personnaliser le transfert pour vraiment mettre l'embryon au bon moment. Donc il y a différents tests qui effectivement utilisent en fait des gènes de réceptivité, donc ce sont des tests génétiques, il y a des tests plus immunologiques, il y a différentes choses. Effectivement, on disait ce matin, tous les tests n'ont pas prouvé encore leur efficacité, il faut les prendre avec un peu de prudence, ce n'est pas une science exacte, mais il y a quand même des tests, en particulier le test TERA, qui semble avoir prouvé son efficacité sur le plan scientifique, qui n'est pas proposé à tout le monde en première intention, évidemment, mais quand il y a des échecs d'implantation, ça peut être intéressant aussi d'aller voir si le problème ne vient pas juste de la réceptivité de l'endomètre. Après, sur le plan génétique, parce que la grosse innovation, finalement, elle vient beaucoup de la génétique. En Espagne, par exemple, il y a des choses qui sont proposées. Je vais vous expliquer juste en quoi ça consiste pour que vous compreniez bien l'idée, parce qu'on mélange un peu les choses. Par exemple, le TCG, c'est-à-dire le test de compatibilité génétique. Parfois, vous allez à l'étranger, on vous demande si vous voulez faire un test de compatibilité génétique. Qu'est-ce que c'est que ça? En France, ça ne se fait pas. C'est interdit. Et en Espagne ou dans d'autres pays, on le propose à tout le monde, même des gens qui n'ont pas de problème de fertilité en réalité. L'idée, c'est d'essayer de diminuer le risque de transmission de maladies génétiques qu'on appelle autosomiques récessives. C'est-à-dire, par exemple, la mucoviscidose, c'est une maladie comme ça. On peut être porteur sain d'une maladie génétique, comme la mucoviscidose, on ne sait pas, on n'est pas malade, on n'a pas d'antécédents familiaux. Mais si l'autre personne est porteuse également de la même mutation, on a un risque de 25% que l'enfant se retrouve porteur des 2 mauvais gènes, et du coup qu'il exprime la maladie. Ce sont des choses qui sont en réalité très rares, mais qui sont très graves. Et à l'étranger, c'est des tests qu'on propose effectivement aussi pour diminuer le risque de transmission d'une maladie qui existe même quand on fait une grossesse spontanée. Pas parce qu'on fait une FIV qu'on a plus de risques, ou qu'on fait un don d'ovocytes qu'on a plus de risques. Donc ça, c'est toujours un petit peu difficile de savoir si c'est un progrès ou pas, parce que il y a un petit peu 2 manières de voir ça. Il y a une question philosophique, éthique derrière. Est-ce que réellement, il y a des gens qui parlent d'eugénisme, en réalité c'est simplement l'idée d'éviter une maladie grave chez l'enfant, mais soit on voit ça en se disant bon, on reste dans les conditions d'une grossesse normale et puis voilà, avec les risques qui existent, soit on profite un peu des progrès de la médecine et puis on met le curseur un petit peu plus haut en termes de sécurité pour diminuer les risques, mais qui seront jamais de toute façon à 0. Mais c'est important de comprendre un peu en quoi ça consiste. Et en France, ça ne se fait pas, et c'est loin d'être obligatoire. Quand vous allez à l'étranger, il n'y a pas de raison de vouloir faire ce test, mais sachez que ça existe et que ça permet de diminuer aussi le risque de transmission de maladies graves. Ça, c'est essentiellement un petit peu les différences, pour faire ça rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, entre ce qui est fait en France et ce qui est fait en Espagne en particulier. Voilà à peu près. La préservation de la fertilité, on en a beaucoup parlé. Les Françaises viennent de plus en plus pour ça. Ça ne représente pas une demande très importante. Nous, dans le groupe, on doit avoir à peu près 100 patients, 100 femmes qui viennent pour ça par an. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ça doit représenter 2% de l'activité du groupe, donc c'est très peu. Pas croire que toutes les femmes veulent préserver leur fertilité. Mais la demande augmente quand même. Donc, voilà un petit peu les différences. Et ensuite, il y a évidemment beaucoup de recherche qui est faite à l'étranger, contrairement à la France où c'est beaucoup plus limité. Et il y a des protocoles de recherche qui travaillent beaucoup sur les cellules souches, on en a parlé un petit peu, qui travaillent sur les cellules souches au niveau de l'endomètre, en particulier chez les patientes, parce que parfois il y a des patientes qui ont des endomètres qui sont très fins, qu'on n'arrive pas à faire grossir, et c'est très compliqué parce que les chances d'implantation sont faibles. Donc il y a aussi des protocoles qui travaillent là-dessus pour essayer de greffer des cellules souches et faire grossir cet endomètre. Et de la même manière, il y a beaucoup de travaux qui travaillent aussi sur les cellules souches pour améliorer la qualité des ovocytes. Mais ça, c'est vraiment du cadre de la recherche, c'est pas du tout appliqué en pratique, c'est encore expérimental et ça ne peut pas être proposé comme ça en dehors d'un protocole de recherche. Voilà, j'essaie d'être un petit peu synthétique et surtout posez-moi des questions si des choses ne sont pas claires ou si vous avez des questions précises. Quel est le coût de quoi si on va en Espagne Ça dépend de la technique utilisée. Une FIV normale, c'est 5 000 € par exemple. Un don d'ovocytes, c'est 7 000 €.
une vitrification ossitaire, c'est 2 000 €. Merci. On va partir aux questions après, à la fin du dernier topo pour les. Juste une question que je vais partir. Alors, non, c'est si, ouais. Si à chaque fois on fait une. Après, je pars. J'ai pas beaucoup de temps, juste une question, s'il vous plaît. Alors, une question courte avec une réponse en deux mots, un mot, une question, une réponse. Oui, voilà, je me présente. Je suis bien papa Eric, étalon noir. J'ai une question pour vous. Vous avez combien d'enfants? Moi, personnellement. Non, mais là, on est un peu hors sujet. Donc, non, c'est la question, elle n'est pas dans le truc. Donc, je suis désolé. On va attendre la suite et je vais passer la parole à. Voilà, on va un petit coup de bâton de pluie, c'est sympa. Voilà. Comme ça, on se croirait chez Nature et Découverte. Et donc. Comment on fait? Pour le bâton de pluie, c'est facile. Alors, donc, je passe la parole à Isabelle Chandler donc de la SOS. Je suis désolé pour le temps, le petit retard qu'on a pris. Voilà. Et donc, pour continuer, donc, vous avez vu le prix de l'embryoscope, 100 000 €. Et donc, bon, ma petite camarade qui se dit, mais comment j'ose pas demander d'argent et faire de l'appel aux dons, tu vois ce qu'il a fait la seule. Voilà, donc, on en est tous là. Voilà. Donc on a besoin d'un peu de tout. Quand tu vois que dans ton centre, il y en a 5 et que ça correspond à ce qu'on a en totalité en hexagone, je dis pas que j'ai les houles, mais globalement, on voit. Si, je les ai. Et ben, vous en avez déjà 2, il n'y a pas que 5 en France parce qu'elle a. T'en as pas à Lille. Donc alors, Lille voudrait un embryoscope. Donc voilà, donc Isabelle, voilà, je te passe la parole. Oui, bonjour, je me présente Isabelle Chandler, je suis vice-présidente de Maya et responsable de Fertility Europe qui réunit 23 associations comme Maya dans 21 pays européens. Alors, je me suis un peu trompée de sujet, mais ne t'inquiète pas, je vais me rapprocher. Je vais parler de l'information en matière de PMA et de fertilité et des innovations. Et on va un petit peu voir comment ça se passe en France. Et également, vous m'entendez mieux peut-être comme ça. Et également, on va un peu franchir la frontière pour voir s'il y a des exemples à l'étranger. Donc on va parler des démarches de prévention, d'information et de sensibilisation en matière d'infertilité. Vous verrez, on va recouper avec certains sujets qui ont été évoqués précédemment. Alors les démarches de prévention, qu'est-ce que c'est? Principalement, il s'agit de préserver la fertilité, alors pas en faisant de la vitrification ossitaire, mais en donnant de l'information. Les cibles, c'est les 15-35 ans, et les sujets abordés, généralement, quand on fait de la prévention, c'est des mécanismes de procréation, le fonctionnement de l'appareil reproductif, les causes d'infertilité, les chiffres d'infertilité, et évidemment donner accès aussi à l'information sur les mesures de prévention. Et cette information, elle est donnée et adaptée suivant l'âge. Alors en France, vous l'avez évoqué, Sylvie, on fait de la prévention, il y a des mutuelles qui font de la prévention, puis aussi il y a à l'école, mais ce sont principalement des sessions d'éducation ponctuelle à la santé, à la sexualité. On a tous eu, plus ou moins. La cible sont les adolescents et c'est réalisé par les enseignantes et les enseignants et les infirmières. Pardon. Comment? Et les conseillères conjugales. Et puis il y a des livres aussi, des médecins, le professeur Oliven qui était là ce matin, je crois, a écrit un livre assez fameux, N'attendez pas trop longtemps pour avoir un enfant. Le message est clair, le titre est explicite. Mais principalement, on peut dire qu'il n'y a pas d'information vraiment sur la fertilité qui est donnée, juste sur la santé sexuelle à l'adolescence. Pas d'information après 17 ans, pas de campagne de prévention nationale réalisée par l'INPES et coproduite par les acteurs. Donc la prévention, il n'y a pas vraiment de prévention en France. Je suis allée un peu voir à l'étranger, puisque à Fertility Europe, on a des associations. Je ne vais pas vous passer tout ce qui se fait à l'étranger, juste vous dire qu'en Bulgarie, l'association de patients Zakati a fait des livrets pour les 15-17 ans et elle se déplace dans les lycées. Et elle fait des sessions de prévention dans les plus grandes villes de Bulgarie. Alors, je vais aller vite, voilà, juste, ils l'ont traduit en anglais, c'est pratique. Vous voyez, on parle des organes, des cycles menstruels, des
des attitudes à éviter, fumer, consommer de l'alcool, des drogues. La campagne en Belgique, elle est très bien, mais vous ne lisez pas le flamand, moi non plus, mais en gros, alors c'est une campagne plutôt pour les 20-40 ans, juste pour vous dire rapidement, on vous donne 4 situations, je ne veux pas d'enfant, je veux un enfant plus tard, je veux un enfant maintenant, je ne réussis pas à concevoir, et suivant cette information, on vous donne accès à des différents niveaux d'information. Et puis avant, il y a une campagne que j'aime beaucoup. En fait, elle est diffusée sous forme d'infographie sur Facebook et Twitter. La cible, c'est les personnes en âge de concevoir, et c'est encore une association de patients, le Fertility Network UK, qui l'a faite et qui présente les 4 âges de la vie d'une femme. Et voilà, le moment où elle est fertile, le moment où sa fertilité commence à décliner à 28 ans, à 35 ans, ça commence vraiment à décliner, à 42 ans, les chances d'être mère biologique sont très très réduites. Voilà, ça c'est sur les campagnes de prévention. D'information, je vais aller vite parce que voilà, ici c'est ce qu'on fait toute la journée. Ça cible principalement les personnes qui ont des difficultés à concevoir. C'est ici ce qui s'est passé, ce que vous voyez tous les jours avec vos médecins, avec les associations de patients. Il y a aussi les laboratoires qui donnent de l'information. Il y a un site fait par Merck qui s'appelle Désirer un enfant. Vous avez des documents à l'extérieur aussi délivrés par Merck. Voilà. Bon, principalement, ces démarches d'information, c'est pour permettre une orientation rapide vers des traitements et accompagnements adaptés. C'est pour, à la fin, c'est important, se donner le pouvoir d'agir dans son parcours. Hein. Quand on est patient, on a vraiment envie de faire ses choix de manière éclairée, informée. Vous êtes là aujourd'hui et vous écoutez tout ce qui se passe voilà, pour faire des choix. Chacun a des choix adaptés à sa situation et qu'il fait en âme et conscience, c'est le plus important. Mais également aussi pour briser la solitude et l'isolement, parce que des fois, et en fait c'est le principal obstacle, quoi, un des principaux, au-delà du fait d'avoir des grosses difficultés d'avoir des enfants, c'est qu'on se retrouve très seul dans ces parcours. Donc, voilà, vous avez tous toute l'information. Sachez juste qu'à l'étranger aussi, la même chose est faite. Hein. Il y a des associations en Finlande, en Pologne, voilà, différentes, c'est un peu la même chose. Donc, en conclusion, on peut dire que dans ces campagnes d'information, l'information est très disponible, disséminée entre les différents acteurs, et puis on voit quand même que nous, à Maya, au cours de leur démarche, les personnes infertiles, elles souhaitent vraiment trouver un lieu assez neutre et bienveillant, où elles prennent du recul, elles font des choix éthiques aussi importants. Donc, je pense que l'association de patients a un rôle essentiel. Thierry, j'en ai encore pour 2 minutes. Voilà. Parce que je voulais quand même parler d'un truc important. Peut-être sur l'information, il faudrait qu'on coopère mieux avec les professionnels de santé. Hein, par exemple, on crée peut-être des plaquettes ensemble. Bon, mais ça, c'est des petites idées comme ça. Alors voilà, c'est ça, c'est le point central. Donc là, sur la sensibilisation, moi j'estime, et à Maya, on estime qu'il y a peu de chances données aux citoyens de manière générale, de réfléchir sur les questions de fertilité. Que souvent les questions éthiques sont abordées plutôt sous l'angle d'une condamnation et non de la réflexion. Hein, et qu'il y a une manque de prise de conscience par les responsables politiques de l'importance de ces questions et des choix réalisés pour l'avenir, pour la société française. Et vraiment, ces sujets, ils sont importants sous plusieurs angles. Hein, parce que comment accompagner les patients, quel remboursement pour quel traitement, toutes les évolutions scientifiques à venir sont essentielles. Et puis, toutes les questions éthiques à aborder, et puis les questions économiques aussi. Quel rayonnement et quels moyens pour la médecine française de la reproduction, on en a beaucoup parlé. Donc tous ces sujets-là sont en fait très peu abordés dans le grand public. Le but étant d'éduquer au sens noble du terme tous les citoyens à tous les aspects sur ces sujets et accompagner au mieux l'évolution du cadre législatif et réglementaire de la procréation médicalement assistée et bioéthique. Pour nous, à Maya, il nous semble vraiment essentiel, et j'en arriverai à ma conclusion, parce que cette journée où on réfléchit aussi au sens sur la fertilité, la procréation médicalement assistée, elle n'a lieu qu'une fois par an. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chacun repart de notre côté, les médecins, les patients, et puis on réfléchit entre nous? Est-ce qu'on va vraiment donner un rôle aux citoyens dans ces débats?
pour faire face et pour vraiment se forger leur propre opinion. Et je conclus. Voilà, donc pour nous à Maya, il nous semble important qu'il y ait une sensibilisation du grand public réalisée par tous les acteurs concernés et qui participent à cette éducation. Puis faire que la société et les responsables politiques ainsi se saisissent de ce débat. Et puis ne pas réinventer la roue, chacun de son côté, mettre nos forces en commun. Et je voulais juste illustrer par une campagne que je trouve remarquable, qui est la campagne sur l'endométriose, où tous les acteurs se sont mis ensemble avec une revue extrêmement engagée, Elle. Il y a eu aussi une agence et ils ont vraiment diffusé des informations, fait une campagne, fait des spots, des documentaires et maintenant il y a même des sensibilisations à l'endométriose à l'école. Et ça s'est fait depuis le mars dernier. Donc une campagne où tout le monde s'est réuni et a réussi à faire que ce sujet devienne un sujet de société. Voilà, merci. Merci Isabelle. On va se donner une petite dizaine de minutes, de toute façon on a un petit peu dérapé.